J'ai demandé à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Merci de choisir Télé 7 pour vous informer. Dans l'actualité de ce lundi, on devrait parler plutôt d'un début de semaine dramatique pour les habitants du quartier Bassoko dans la commune de Ngaliema. Un immeuble d'habitation à 6 niveaux s'est écroulé comme un château de cartes. Le flou demeure sur le bilan de la catastrophe. Se tiendra ou se tiendra pas, une chose est sûre, le congrès annoncé par Joseph Kabila se tiendra certainement, mais à une date que seul le présidium des concertations nationales est habilité à fixer. Le porte-parole du gouvernement l'a dit ce lundi alors qu'il tenait un point de presse en direct de la télévision nationale. Enfin, dans ce journal, des réactions à la démarche de l'Union africaine qui demande à la Cour pénale internationale de surseoir les poursuites contre le président et le vice-président kényan et dans une large mesure tout dirigeant en exercice en Afrique. Le professeur Raphaël Nyabirungu parle d'une démarche inutile et stérile car l'Union africaine n'a aucune compétence devant la Cour pénale internationale. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous, on ouvre ce journal par ce drame qui s'est produit ce lundi matin au quartier Bassoko, à Ngaliema. Un immeuble à 6 niveaux s'est effondré selon les témoignages recueillis sur le lieu du désastre. Cet immeuble en ruine ne serait pas construit selon des normes. 3 personnes ont été de justesse évacuées des décombres et pour l'heure, il est difficile d'établir un bilan quelconque de morts ou de blessés. Est-il que le gouvernement s'est mobilisé pour secourir les occupants de l'immeuble encore sous les débris? Rosil Martin Bouyamba. Voici ce qui reste de l'immeuble à 6 niveaux situé sur l'avenue Massamba, au quartier Bassoko, dans la commune de Gombe. Dans cet édifice habitaient plusieurs familles, mais aussi des maisons de commerce. C'est à 8 h du matin que tout a commencé à bouger, raconte cette vendeuse à peine arrivée à son poste de travail. C'était prévisible vu le niveau de construction qui n'aurait pas respecté certaines normes urbanistiques, explique cette femme sonnée. On a construit d'abord la maison n'a pas norme. Chaque jour, tu as interpellé. Des rescapés, il y en a eu grâce aux efforts des services affectés sur les lieux des drames. 2 parmi eux ont été tirés des décombres avant l'arrivée de notre équipe de reportage. 5 heures après la catastrophe, l'équipe des secouristes a réussi à tirer cette dame. L'émotion est totale. Comme il fallait s'y attendre, le spectacle est vécu par une marée humaine venue vivre des visus. Les autorités et d'autres services médicaux sont eux aussi en émoi. Le gouvernement s'engage à prendre ses responsabilités jusqu'au bout.
Nous avons entendu à un certain moment des cris d'enfants, 1 ou 2 cris, et nous voulons chercher dans les décombres progressivement. On veut dégager le niveau supérieur et les équipes vont aller, comme ils l'ont fait pour le premier cas, pour vérifier. Mais dès que nous avons retrouvé les enfants, nous allons continuer avec la même procédure. Les engins vont sortir progressivement et les équipes médicales vont aller progressivement pour aller voir s'il n'y a pas d'autres corps ou d'autres personnes qui sont vivantes. Mais jusqu'à présent, pas de blessés, 3 blessés, dont 2 blessés graves et 1 blessé léger qui sont déjà à l'hôpital en cet instant. Une équipe des psychothérapeutes a été mobilisée et ils sont en train de s'occuper des personnes affectées. Difficile, du moins pour l'instant, de savoir combien de ménages habitent ces lieux. Cependant, le bilan est loin d'être connu. Le ciel s'obscurcit pendant que les équipes des secouristes venus en renfort n'ont pas encore fini leur travail. Je l'ai dit tout à l'heure, aucune date n'a été jusque-là retenue pour la tenue du congrès devant permettre au chef de l'État de s'exprimer et surtout d'annoncer les mesures importantes prises sur demande des concertateurs. Le porte-parole du gouvernement est clair là-dessus. Seul le présidium peut fixer une date pour cette réunion. Il a dit au cours du point de presse qu'il a tenu ce lundi au studio Mama Angebi de la télévision nationale. L'édité avec Nazine Laing et Dieu merci Suka. Très attendu par la population, le discours du chef de l'État prévu ce mardi 15 octobre devant le Congrès est encore incertain. Le porte-parole du gouvernement s'est dit surpris d'apprendre qu'il y a une date fixée alors que le Présidium, qui est l'organe habilité, n'a encore rien dit. Cette date de jeudi passé, je ne sais pas qui l'a donnée. Moi, j'ai suivi le discours du chef de l'État. Il a parlé dans un bref délai. Et puis, on a annoncé jeudi. Je ne sais même pas qui l'a annoncé. Et vendredi, un journaliste de l'ACP, média public, m'a attribué à moi, porte-parole du gouvernement, l'annonce d'une date de mardi. Le Parlement est indépendant, le gouvernement n'a pas à fixer des dates pour une activité qui concerne le Parlement. C'est le président de la République, avec les 2 présidents des chambres parlementaires, qui vont se mettre d'accord sur une date qui sera portée à la connaissance de l'opinion par les 2 présidents des chambres parlementaires et leurs services de protocole. Les Congolais doivent encore garder leur mal en patience. Les différentes mesures prises par le chef de l'État pour la bonne marche du pays leur seront tôt ou tard communiquées. En attendant, la vie continue. Pendant ce temps, l'éventuel partage du pouvoir entre les concertateurs hante les esprits. En effet, c'est devenu une coutume chez nous. Chaque crise engendre un gouvernement qui réunit tout le monde. Les concertations nationales proposent, curieusement, de ressusciter ce mode de désignation des animateurs des institutions qui les a vidés de leur substance, davantage affaiblis par des combines et conciliabules. Le contrat de confiance entre le souverain primaire et les animateurs des institutions fond comme neige au soleil. Au fil du temps, puis commence la crise avec son cortège de malheur et de misère. Ce énième gouvernement inclusif consacre le cycle infernal. Je propose de suivre ce commentaire de la rédaction avec Thierry Kassongo. Le partage entre le parti aux concertations nationales est déjà décidé. Selon des sources, il revient que la majorité s'a regéré 30 postes ministériels contre 12 à l'opposition et 5 à la société civile. 5 autres postes ministériels seraient réservés au chef de l'État, Joseph Kabila. Nos sources se montrent formelles. Le poste de Premier ministre restera à la plateforme présidentielle. Dans le package de l'opposition, le 12 postes se déclinent à un vice-premier ministre, 6 ministres titulaires et 5 vice-ministres. Jusque-là, les discussions tourneraient autour de la répartition de portefeuilles entre composantes. Ces tableaux réduits les concertations nationales à une réunion de partage du pouvoir, alors que la plupart des Congolais espéraient des solutions à la crise qui endeuille le pays dans la partie orientale. Habituée à des combines, la classe politique a détourné ce forum de ce noble objectif pour remettre en service le démon dénommé pudiquement partage équitable et équilibré de responsabilités. Au pied du mur, après les élections, la majorité présidentielle a vite trouvé la parade. Elle a choisi de faire concession avec ses redoutables adversaires d'hier, issus de l'opposition et de la société civile pour gérer l'ensemble de l'État.
Sans doute pour éviter de tomber dans les critiques du genre « gérer le pays par défi », de la majorité à l'opposition, nombre d'acteurs avaient trouvé en cette opportunité d'aubaine d'un retour aux affaires. À l'unanimité, les trois partis aux concertations ont quasiment forcé la main au chef de l'État, lequel a fini par écouter et comprendre ses interlocuteurs. Ces déclarations du chef de l'État a rassuré les tenants d'un gouvernement d'union nationale ou de cohésion nationale ou encore d'ouverture. Pour le partisan de la démocratie consensuelle, le chef de l'État devrait se départir de l'orthodoxie de la démocratie pour aboutir à la cohésion nationale tant recherchée. Un consensus semble avoir été trouvé dans le sens de mettre tous les acteurs ensemble pour une gestion apaisée de la chose publique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a risque que la culture du partage du pouvoir par voie de conciliabule qu'on avait cru à tort ranger dans les tiroirs revenir en force avec toutes ses conséquences. Les politiciens actuels doivent remonter dans le temps et interroger l'histoire de la longue et pénible transition moboustienne, qui du reste est riche en illustrations à la matière. Tous les gouvernements dits d'union nationale n'ont jamais donné du résultat. Il serait insensé de croire que les choses vont bouger cette fois-ci, même s'il est vrai que la politique est dynamique. L'homme politique congolais, lui, reste le même, il n'a pas changé. Nouveaux comme anciens, seuls leurs intérêts égoïstes comptent et pas la misère noire dans laquelle ploie l'ensemble de la population. Oui, ça s'est dit et ça se chuchote à l'oreille. L'opposition et la société civile ont accepté de composer avec la majorité pour gérer le pays. Mais à quel prix? La question reste entière. Revenons au point de presse du porte-parole du gouvernement. Au cours de ce face-à-face avec la presse, Lambert Mende a sollicité de la communauté internationale des sanctions appropriées à l'endroit du mouvement du 23 mars. D'autant plus que ce dernier s'entête sur sa position. Il continue à renforcer ses positions militaires, allant jusqu'à recruter des enfants avec l'appui du Rwanda. Nadine Laing et Dieu merci Suka. L'attaque de l'hélicoptère de la MONUSCO et les recrutements de nouveaux combattants, dont les enfants par le M23, inquiètent le gouvernement congolais. Pour Lambert Mende, cette attaque est assimilée à un crime de guerre et la communauté internationale doit prendre les mesures qui s'imposent. Nous appelons donc la communauté internationale à y répondre par des sanctions appropriées. Cet acte d'agression de la mission onusienne par le M23 constitue aussi une violation flagrante des décisions qui avaient été prises par les États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL. La CIRGL qui, lors du dernier sommet de Kampala, avait exigé au M23 de mettre fin à toute activité militaire. Quant à la demande de la société civile du Nord Kivu qui demande au chef de l'État de décréter l'état d'urgence dans les territoires occupés par le M23, le porte-parole du gouvernement précise. La société civile du Nord Kivu estime que la proclamation de l'état d'urgence par le président de la République peut être une solution à ce problème d'insécurité. Ils ont adressé une requête à qui de droit, c'est-à-dire le président de la République. Laissons le président répondre à cette requête-là, d'autant plus que dans quelques jours, le président va s'adresser à la nation. L'exécutif national s'est dit indigné par la position de la communauté internationale qui s'illustre par une application sélective des sanctions contre ceux de ses membres en conflit avec le droit international. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont reçu la visite du président du Sénat rwandais. Une occasion pour le président du Sénat congolais, Léon Kengwa-Dondo, d'exhorter son homologue, représentant de son pays, à entretenir des relations de bon voisinage. Les élus ont en outre adopté 5 projets de loi dans les secteurs de la santé, des infrastructures, de l'énergie et celui de la culture. Doudou Ndombe, Serge Kouete et Blanchard Kandolo.
Les élus des élus ont adopté 5 projets de loi autorisant la ratification par la RDC des accords des prêts de l'OPEC, de la charte de la Renaissance culturelle africaine, l'accord international de 2007 sur les cafés, la réhabilitation des constructions et d'équipements des centres de santé. Tous ces projets de loi permettront à la RDC d'améliorer les conditions sanitaires de plus de 5 millions d'habitants dans les 11 provinces, avoir une politique culturelle conforme à celle des autres États africains en vue d'accélérer le développement économique et social dans la compréhension mutuelle et fraternelle entre États face à la mondialisation. Créer des postes d'emploi supplémentaires dans la riziculture des Massina, augmenter le nombre des producteurs de riz, mais aussi et surtout la réhabilitation du réseau routier de la ville de Kinshasa. Le président du Sénat rwandais en séjour en RDC a été présenté à la plénière. Occasion pour Léon Kengoa Dondo d'inviter le Rwanda à se comporter en bon voisin. Le Rwanda et la République démocratique du Congo sont condamnés à vivre ensemble comme 2 pays souverains, d'où la nécessité de la coexistence pacifique et de la coopération mutuellement avantageuse. Utilisons-les pour recréer un espace de paix, de sécurité, de stabilité, de démocratie et de développement dans notre région. Le message est passé, la diplomatie parlementaire est donc en marche. La demande de l'Union africaine à la CPI de mettre en veilleuse les procédures engagées pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre les 2 têtes de l'exécutif kényan et implicitement contre les dirigeants en exercice africain alimente les débats. Il y en a qui soutiennent la démarche et d'autres pas du tout. Le professeur Nyabirongo, par exemple, est de ceux-là qui désapprouvent la démarche de l'Union africaine, contrairement à Lambert Mende, qui la salue et qui pense qu'une justice sélective est injuste. Les détails avec José Junior Owawa. Malgré la clôture officielle des débats sur la menace de retrait collectif à Addis Abeba des États africains du statut de Rome, les experts comme le professeur Nyabirongo se disent choqués par l'attitude de cette organisation. Les scientifiques estiment que la démarche de l'Union africaine est celle réservée aux États membres qui doivent se décider de leur avenir au sein du traité de Rome auquel ils sont signataires. L'Union africaine, sa position nous rend perplexe parce qu'elle n'est pas membre du statut de Rome. Je répète que c'est une convention, un traité international. C'est aux États membres de se décider. Ils ne se sont pas engagés collectivement. Chaque État engage sa propre responsabilité. Expert en droit pénal international, Nyabirongo redoute l'amplification de l'impunité au cas où les pays africains se retirent en masse de cette juridiction. La CPI est apparue comme un recours pour mettre fin à l'impunité. Aujourd'hui, les violences sexuelles graves continuent à se commettre à l'est de la République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement soutient pour sa part la démarche de l'organisation continentale dans la mesure où l'action de la CPI contre même des dirigeants en fonction risque d'envenimer la situation dans les États concernés. Nous sommes tout à fait en phase avec la position que l'Union africaine a prise. Nous étions représentés à Addis Abeba naturellement et donc nous à faire son travail normalement. 34 pays africains sont signataires de ce statut et la majorité des inculpés à trait devant cette juridiction sont d'origine africaine. Avant de prendre le vol pour les États-Unis, le Premier ministre s'était entretenu avec le directeur des opérations de la Banque mondiale sur le projet INGA 3 qui nécessite des fonds pour sa réalisation. Eh bien, cette institution financière internationale vient de donner son quitus pour ce projet. Un réconfort pour Matata Ponyo qui se réjouit de ce que son interlocuteur salue de surcroît le travail abattu dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture et autres. Doudou Ndombe. C'est une mission bien bouclée. Augustin Matata Ponyo rentre à Kinshasa avec triomphe. Le représentant de Joseph Kabila a rendu compte des progrès économiques réalisés par la République démocratique du Congo auprès des partenaires internationaux. Au siège de la Banque mondiale, les interlocuteurs de Matata Ponyo ne se sont pas limités à l'écouter, mais ils ont surtout loué les avancées accomplies et promis d'accompagner le gouvernement via des actes palpables. On peut en relever 4 principales dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures, ainsi que de la bonne gouvernance.
Aussi, la Banque mondiale a promis une collaboration avec Kinshasa, notamment dans le cadre du projet Grand Inga et des voies de communication à l'est du pays. L'essentiel à retenir de cette séance de travail avec la directrice générale de cette institution financière, l'indonésienne Sri Namulia. Cette dernière, très impressionnée par le comportement et la détermination du gouvernement, a encouragé le duo Kabila-Matata à poursuivre sur sa lancée, promettant le soutien ferme de la Banque mondiale à la RDC. À Washington, le dossier Inga a également reçu la garantie de l'appui de la ministre nigériane des Finances, Ngozi Okonjo-Iweala, avec qui Augustin Matata Ponyo a eu également une séance de travail. Comment ça va? On a parlé d'innovation financière. Et donc, c'est quelque chose qui est très utile pour nous tous en Afrique. Donc, j'ai trouvé l'entretien très bien, très intéressant. Je pense que les réformes qui sont en train en RDC sont très bien. Je pense que ça va aboutir à des résultats très intéressants pour le pays et il faut absolument les continuer. Avec Monsieur le ministre des Finances aussi et le président, je pense que vous avez une équipe économique formidable. Les deux personnalités ont promis d'œuvrer pour que le Nigeria et la République démocratique du Congo deviennent la tête de pont de l'économie africaine. La minière de Bakwanga se meurt petit à petit et cette situation préoccupe la FECODI. Cette structure du secteur de l'or et du diamant a profité de la séance de restitution des résolutions des concertations nationales organisées le week-end dernier par la nouvelle société civile congolaise à l'intention de ses membres pour solliciter du gouvernement la relance de cette société qui a beaucoup contribué à l'effort de guerre. Thierry Kassongo et Jean Lumossi. L'occasion faisant les larrons, les délégués du Kasaï oriental aux concertations nationales ont choisi une fois de plus cette séance des restitutions des résolutions concrètes de ces assises pour faire entendre leur voix. Ils lèvent le ton et plaident pour la relance des activités de la minière de Bakwanga et l'amélioration des conditions de vie des populations de cette province abandonnée à leur triste sort depuis la faillite de cette entreprise. Pendant cette période, cette province s'est vide de sa population à la recherche de mieux-être, indique Albert Kalonji-Moulopui. Il y a l'exode rural chez nous. Les gens sont en train de partir pour Katanga, pour Kinshasa, pour Bandundu. Les autres sont partis même pour l'Angola. Et si vous avez les mêmes diamants chez vous, pourquoi votre population est en train de fuir chez vous pour venir travailler ici, chez nous? C'est ça ce que nous avons toujours dit. Donc il faut des cadres pour engorger toute cette main-d'œuvre qui est en train de fuir le pays pour se rechercher sur le plan économique. Conscient de la situation que traverse cette province et l'ensemble du pays, Jonas Tchombela pense qu'il est temps que le Parlement renvoie le budget 2014 afin qu'il soit adapté aux réalités du pays. Pour obtenir toutes ces réformes, il faut un budget conséquent. Nous demandons à ce que ce budget actuel qui est au Parlement, le projet de ce budget, soit renvoyé d'abord pour l'adapter aux réformes qui sont sollicitées par la population congolaise à travers ces concertations. Les délégués de la société civile de toutes les provinces n'attendent que le discours du chef de l'État, Joseph Kabila, au Congrès avant de prendre des dispositions qui s'imposent. Dans le domaine de l'environnement, les pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale organisent depuis ce lundi un atelier de concertation de la coordination nationale sur l'état des relations de collaboration entre le secrétariat exécutif de la structure et les coordonnateurs nationaux. L'objectif de ces travaux financés par la coopération allemande et la coopération japonaise est de mettre à la disposition de tous les pays membres des informations actualisées sur l'avancement des activités dans les États qui font partie de cette organisation. Le forum se tient à l'hôtel Léon à Gombe. Doudou Ndombe et Fiston Bouini. L'objectif est de mettre en place une véritable dynamique d'échange entre les CNC et les secrétariats exécutifs.
Il s'agit pour les participants de concrétiser la vision commune de tous les États engagés dans une politique de conservation et de gestion durable concertée des écosystèmes forestiers. Ces assises vont donc leur permettre de finaliser le PTA 2014 budgétisé et de préparer une stratégie de plaidoyer pour son intégration dans la programmation budgétaire nationale. Le directeur de cabinet, représentant du ministre de l'Environnement à ces assises, souligne les bien fondés de ces travaux. À des politiques meilleures, à des politiques harmonisées, une vision beaucoup plus harmonisée sur les questions forestières. Je parle bien des pays de la Comifax, c'est-à-dire des pays de l'Afrique centrale. Le secrétaire exécutif se félicite du travail accompli, notamment dans la mise en œuvre du projet dénommé Centre d'évaluation des politiques RED+, dans le bassin du Congo. Toute la politique au niveau de la Comifax, le suivi de toutes les activités que mène la Commission des forêts d'Afrique centrale sont suivis au niveau national par cette coordination nationale. La Comifax s'engage à mobiliser des moyens nécessaires susceptibles de permettre aux coordinations nationales d'être véritablement opérationnelles pour assurer la mise en œuvre de leur plan de travail annuel basé sur la nouvelle approche des gestions axées sur les résultats. Le rôle de l'entrepreneuriat dans l'économie moderne, c'est le thème de la journée scientifique organisée samedi dernier à l'université de Kinshasa. À travers cette conférence, l'organisateur, un ancien étudiant de cette université, a voulu sensibiliser l'élite congolaise sur l'importance de l'entrepreneuriat et la nécessité de promouvoir ce secteur dans notre pays. Folo Alona est convaincu que seul l'entrepreneuriat est créateur d'emplois. Thierry Katsongo. La crème intellectuelle composée des professeurs, chercheurs et étudiants, les organisateurs de cette matinée scientifique mettent en relief le rôle de l'entrepreneuriat dans l'économie moderne qu'a de la République démocratique du Congo. Ancien de cette faculté, Folo Alona a fait remarquer que l'entrepreneuriat n'est pas encore considéré parmi les pivots moteurs du développement dans notre pays. Et pourtant, note cet expert, il est l'un des secteurs qui favorise la création d'emplois. Ces jeunes Congolais basés en Afrique du Sud estiment qu'il est temps de sensibiliser la communauté estudiantine pour que ce secteur puisse jouer son rôle qui est le sien. Le RDC est un pays aussi qui est naturellement aussi riche, mais la population congolaise vit dans la pauvreté. Alors j'ai identifié la cause pour laquelle la population congolaise vit dans la pauvreté, c'est parce qu'il n'y a pas d'entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs qui transforment tout ce que vous avez comme richesse naturelle au produit fini. Vraiment, le temps est venu pour qu'on puisse valoriser l'entrepreneuriat dans ces pays. L'avenir de ces pays dépend des entrepreneurs. Les participants à cette journée scientifique saluent ces démarches et félicitent l'orateur. Au Congo, on peut faire en sorte que le pays se développe par l'entrepreneuriat. Okay? Ce qui fait développer le pays, c'est la création d'une classe moyenne. Et la classe moyenne est faite de quoi? La classe moyenne est faite des entrepreneurs. C'est quoi une classe moyenne? C'est ces gens-là qui ne sont pas trop riches, pas pauvres non plus. Une voiture, une belle maison, les enfants vont dans de bonnes écoles et ils ont une activité productrice, lucrative. J'ai senti que les intervenants avaient beaucoup plus contribué à enrichir le débat que se lancer à des discussions. C'est ce qui vraiment m'a marqué pour cette conférence qui a été beaucoup plus dramatique. D'autres journées scientifiques sont prévues dans d'autres universités de Kinshasa. Folo Alona n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il promet de se battre jusqu'à obtenir gain de cause. Le monde entier a commémoré dimanche 13 octobre la journée de la circulation routière. En l'absence d'une manifestation officielle, nos reporters se sont intéressés à l'application du code routier dans notre pays. Et selon le président de la Commission nationale pour prévention routière, la maîtrise de ce cadre légal s'installe petit à petit dans le chef des conducteurs. En témoigne la diminution de 50% des accidents de circulation à Kinshasa, comme dans les autres grandes villes du pays. Les détails avec Jémy Mamongo et Bibi Malobo.
Plus de peur que de mal pour les usagers de la route en RDC, plus particulièrement dans la ville de Kinshasa. De 44 tués par mois en 2012, la courbe a fléchi à 22 en 2013. Les statistiques données par la CNPR pour la ville de Kinshasa disent tout sur les efforts qui sont fournis dans ce sens. Aujourd'hui, les usagers de la route ont changé de mentalité grâce au civisme routier, comme l'explique Valé Mangawili, président national de la Commission nationale de prévention routière. Je confirme et j'affirme que c'est de 50% que le taux d'accident dans notre pays s'est descendu à 50%. La principale cause d'accident, c'est l'excès de vitesse dans notre pays. C'est depuis le 26 janvier 2013, sous la houlette du ministre des Transports et Voies de Communication, son Excellence Maître Justin Kalumba, il avait lancé cette campagne, le civisme sur la route. Eh bien, l'objectif est atteint. La ville de Kinshasa compte désormais 74 carrefours à feu et intercessions. La CNPR est déterminée à aider la population à maîtriser l'application du code de la route sur le terrain pour éviter les accidents, avec eux les pertes en vies humaines. Et à présent, Jémi Mamogo va nous emmener faire la ronde des journaux parus ce matin dans la capitale. Deux sujets dominent l'actualité de ce lundi à Kinshasa. Les enjeux de l'heure après concertation et les pourparlers de Kampala. Le potentiel en manchette écrit « Gouvernement d'ouverture, le cycle infernal ». Selon le tabloïd, ce cycle caractéristique de la transition mobussienne à la peau dure. Les concertations nationales proposent curieusement de ressusciter ce mode de désignation des animateurs des institutions qui les a vidés de leur substance. Davantage affaibli par des combines et conciliabules, renchérit le confrère, le contrat de confiance entre le souverain primaire et les animateurs des institutions font comme neige au soleil au fil des temps. Ce énième gouvernement inclusif consacre le cycle infernal, conclut le journal. Dans une interview accordée à la RFI, Obaminaku confirme que des résolutions fondamentales ont été adoptées aux concertations, rapporte l'avenir. À 24 heures de la tenue du congrès, Obaminaku a donné la quintessence de ses assises. Il n'ose pas devancer le président de la République, renseigne le confrère, mais dit plutôt que les concertations ne concernaient pas que la majorité et l'opposition. Ces résolutions fondamentales ont été adoptées par toutes les classes politiques, y compris la société civile, les chefs coutumiers et les experts. Au sujet des pourparlers de Kampala, le palmarès les qualifie de pétards vraiment mouillés. Le quotidien renseigne que les voies politiques et diplomatiques ont démontré leurs limites au sujet des pourparlers de Kampala. Et au jour d'aujourd'hui, on assiste à une veillée d'armes entre les FARDC et le M23 soutenu par le Rwanda. Au finish, la reprise des combats est imminente. Pour preuve, un hélicoptère de la MONUSCO a essuyé le vendredi dernier des tirs à partir des positions du M23 à partir de Rumangabo où les rebelles ont établi leur quartier général. Et pour boucler cette revue de presse dans un autre registre, le Phare parle de Matata et titre la bataille des investissements. L'un du Tohubohu de Kinshasa, le chef du gouvernement parle de la reconstruction du Congo. En séjour aux États-Unis d'Amérique, le Premier ministre a présenté les progrès réalisés par la RDC en matière de l'amélioration du climat des affaires et de la gouvernance économique, entre autres la création du guichet unique de création d'entreprises. Et Matata Ponyo a également fait une deuxième présentation sur les voies et moyens pour investir en RDC, activité à laquelle on prépare plusieurs ministres, toujours dans le pays de Barack Obama. Et voilà, Bijumboui, c'est tout pour ce soir. Et merci Jemima pour cette ronde des journaux. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur la télé républicaine. Au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain.
contraire, nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.